Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière de santé des maladies rénales rares. Cette série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur le syndrome de Bartter, une maladie rare mais importante à connaître pour les médecins, les patients et leurs familles. Ce PNDS a été publié en 2021 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et a été coordonné par les docteurs Rosa Vargas-Poussou et Anne Blanchard pour le centre de référence MAREA, sous l'égide de la filière ORCID. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, la prise en charge médicale et le suivi des patients au quotidien. Pour cela, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Emery, néphropédiatre. Bonjour docteur. Bonjour Tariq, bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le parcours diagnostique, de la suspicion à l'annonce, mais une fois le diagnostic posé, quel est l'objectif principal du traitement ? Alors, l'objectif du traitement est de compenser les pertes hydroélectrolytiques, de favoriser une croissance staturopondérale normale, de préserver la fonction rénale à long terme et d'améliorer la qualité de vie. La prise en charge est adaptée à l'âge, à la sévérité du tableau et au type génétique identifié. Concrètement, quels sont les traitements utilisés chez l'enfant ? Chez l'enfant et particulièrement chez le nourrisson prématuré, l'hydratation est essentielle, parfois complétée par sonde nasogastrique ou gastrostomie si les apports oraux sont insuffisants. On administre des supplémentations donc en eau, mais aussi en sodium, en potassium et parfois en magnésium. Les besoins sont très variables entre les différentes formes de Bartter. Par exemple, les apports en sodium chez l'enfant sont de l'ordre de 5 à 10 millimoles par kilo et par jour, mais ils peuvent être bien supérieurs, jusqu'à 50 millimoles par kilo et par jour, et ils ne sont à limiter en aucun cas. L'indométacine, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, est fréquemment utilisé car il réduit la polyurie et les pertes rénales en sel. Son introduction doit être faite en milieu hospitalier, de façon prudente, avec une surveillance de la fonction rénale et une évaluation du risque digestif, notamment chez les prématurés. Il n'est introduit qu'après discussion pluridisciplinaire. Et chez l'adulte, la prise en charge est-elle similaire ? Alors chez l'adulte, les besoins en électrolytes sont souvent moindres, surtout pour le sodium, car en fait le régime alimentaire est spontanément très riche en sel et couvre ses besoins. La supplémentation en potassium reste essentielle, souvent sous forme de chlorure de potassium. L'objectif est de maintenir une kaliémie au-dessus de 3 millimoles par litre. Si une hypomagnésémie est présente, on la supplémentera également. La poursuite au long cours de l'indométacine, débutée à l'âge pédiatrique, n'est souvent pas conseillée chez l'adulte. Quels sont les autres aspects importants du suivi ? Le suivi est multidisciplinaire. Il comprend une surveillance régulière de la croissance, du statut nutritionnel, du bilan électrolytique, de la fonction rénale et une évaluation de l'audition, notamment dans les formes associées à une surdité. Il faut aussi évaluer les apprentissages, le développement psychomoteur et adapter la scolarité si besoin. Certains enfants bénéficient d'un accompagnement spécifique, comme des AESH, un suivi par le CAMS, etc. Enfin, l'éducation thérapeutique des familles est essentielle pour anticiper les situations à risque, comme la gastroentérite qui peut déstabiliser l'équilibre hydroélectrolytique. Peut-on envisager une vie normale avec cette maladie ? Oui, dans la grande majorité des cas. L'évolution du syndrome de Bartter est souvent favorable passé la petite enfance, surtout si le suivi est bien coordonné. Le soutien médical, social et psychologique, ainsi que l'accès aux droits comme la LD, la carte ORCID, les aides à la scolarité, permettent aux patients d'avoir une bonne qualité de vie. L'objectif est de permettre à chaque enfant, puis adulte, de mener une vie aussi proche que possible de la normale. Merci infiniment Dr Emery pour toutes ces précisions très concrètes. Dans le prochain et dernier épisode, nous parlerons des situations particulières et des perspectives futures pour les patients atteints du syndrome de Bartter. Je vous rappelle que le PNDS sur le syndrome de Bartter est disponible sur le site de la HAS ou bien sur le site de la filière ORCID. Merci à tous de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt sur ce podcast.